Il arrive trop tard, François Nordwein, ce débat au Parlement? Surtout sans vote, c'est là-dessus qu'il faut insister. À mon avis... C'est un débat pour rien, comme disent les oppositions? Non, les opinions vont s'exprimer et le débat va se prolonger, rien n'est réglé. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques indique que les perspectives du gouvernement pour 2027 ne seront sans doute pas tenues. Et ça, c'est pas le cœur des oppositions. C'est des spécialistes des questions économiques qui disent ça, les 3% en 2027. Ce n'est pas encore fait. Mais il faut distinguer les débats. Moi, je pense que il y a le débat de fond sur les finances publiques, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on débat en France sur des sujets aussi graves qu'un déficit public à 5,1%, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je trouve que... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu discuter sérieusement au Parlement et faire une loi de finances rectificative éventuellement pour qu'on parle sérieusement dans les procédures légales sur les questions budgétaires. Moi, ça me gêne beaucoup. D'ailleurs, cette manière de balayer le Parlement, elle est ancienne. Pendant la crise sanitaire, le Parlement n'a eu rien à dire et je pense que le mépris des corps intermédiaires, là je ne parle pas seulement du Parlement, est assez bien installé dans la majorité et je pense que ça lui coûte très cher sur le plan électoral dans ses relations avec les Français même. Il faudra attendre, on l'a dit à l'instant, le Standard & Poor's, c'est le 31 mai. C'est la plus importante des trois? C'est en tous les cas le jugement qui fait référence en tous les cas. Donc... attendons la fin du parcours et des jugements des agences de notation pour avoir un avis assuré sur l'état des finances françaises quand elles sont notées à l'extérieur. Non pas que j'ai une confiance aveugle dans les agences de notation et leur fonctionnement, mais en tous les cas, c'est une référence. On en revient à la question de la méthode par laquelle on a commencé. Incontestablement, les déficits appellent des réponses. Personne ne le conteste. Mais si vous voulez conduire une politique de rigueur relative après une période plus faste, etc., il faut bien admettre que ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion des Français. En tous les cas, un travail... D'ailleurs, on ne parle pas de rigueur, on parle de sérieux budgétaire. Oui, mais enfin... c'est ça que ça veut dire. Quand on coupe dans l'aide au développement, quand on coupe les crédits à l'écologie ou à l'enseignement supérieur, on entre dans une logique qui ressemble étrangement à de la rigueur. Donc, et on veut réformer l'assurance chômage. Voilà, etc. Donc, l'exécutif ne va pas chercher l'argent là où il faudrait aller le chercher? À mon avis, il n'a pas la bonne méthode. Ce que j'essayais de dire à l'instant, c'est que quand vous voulez convaincre les Français, et la pédagogie de la réforme a gagné du terrain en France sur plusieurs décennies. Les Français admettent globalement qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en matière économique. Mais encore une fois, si on n'associe pas les Français à travers le débat démocratique aux choix qui sont faits, ça ressemble au coup de gourdin qu'on assène. Et ça, c'est une méthodologie absolument déplorable et pas efficace au fond. Et on a évoqué tout à l'heure la pression extrêmement... l'offre extrêmement généreuse faite au Hamas, mais la pression est extrêmement forte aussi sur le Hamas. S'il n'accepte pas, il a beaucoup à perdre. Actuellement, si on regarde le contexte, si l'accord ne se fait pas, 1,5 million de personnes à Rafah ont quelques bonnes raisons de s'inquiéter de l'offensive israélienne qui viendra s'il n'y a pas d'accord. Premier point. Deuxième point, dans toutes les capitales européennes, en tous les cas, et souvent ailleurs dans le monde, la solution à 2 États est aujourd'hui beaucoup plus sur la table qu'elle ne l'était avant. Donc sur le plan diplomatique, le Hamas n'a pas intérêt à durcir sa position en ce moment. Il a intérêt à entrer dans une logique de compromis parce que Rafah, 1,5 million de personnes sont menacées à Rafah et que sur le plan diplomatique, la solution à 2 États a repris du poil de la bête. Donc tout ça, ça fait de bonnes raisons pour le Hamas d'accepter. Le plus difficile à prévoir, c'est l'avenir, mais moi, je ferai le pari qu'il acceptera. La pression américaine sur Israël est immense. Si l'attaque de l'Iran a été déjouée, les drones et les missiles interceptés à 99%, c'est pas grâce à la puissance de Tsahal, c'est grâce aux boucliers américains. Assurément, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas les européennes. Il prépare déjà la présidentielle et il veut se constituer un électorat de jeunes, notamment dans les banlieues,
consolidé autour de sa ligne politique, avec tous les abus qui ont caractérisé son appréciation du conflit entre les attentats d'abord du 7 octobre, enfin l'attaque terroriste du 7 octobre, et ensuite tous les discours qu'il tient depuis un moment. Et elle passe par Sciences Po, cette stratégie, alors? Pardon? Elle passe par Sciences Po, cette stratégie, maintenant, de Jean-Luc Mélenchon. Tous les jeunes sont bons à prendre, je dirais, dans une logique parfaitement cynique et mélenchoniste, on peut arriver à ce résultat-là. Il a récupéré. Mais, je voudrais balancer mon discours par cette remarque. Reprocher à des élus d'LFI d'avoir fait l'apologie du terrorisme, c'est y aller vraiment fort. Et je pense que la condition du débat démocratique, et je dirais la chose suivante, ça va peut-être heurter un certain nombre de gens, si on accepte toutes les poussées d'antisémitisme, et ça, il faut être absolument intransigeant sur l'aspect des choses. Je pense que dans le débat public, aujourd'hui en France, on doit pouvoir critiquer la politique israélienne à Gaza ou en Cisjordanie. Parce que dans le champ des horreurs, c'est quand même pas mal ce qui se passe là-bas. On nage en plein délire, là, François? Moi, je pense, y compris la proposition de Valérie Pécresse de couper les crédits à Sciences Po au motif que des gens ont manifesté en soutien à la cause palestinienne ou même ont occupé une partie des locaux de Sciences Po, ça me paraît absolument délirant. Si on ne supporte plus que des universités montent des cris de colère, dans quel pays vit-on? Et pourquoi? Alors la désorganisation de Sciences Po, le système d'élection, c'est un débat distinct de ce qui se passe en ce moment à Sciences Po. Ils ne font pas que manifester, ils bloquent aussi les cours. Et il y a des étudiants qui aimeraient pouvoir aller manifester. J'ajouterais que le comparatisme entre les États-Unis et la France n'a pas grand sens. Ce qui fait ressembler ces deux expériences, c'est le besoin ou l'aspiration à la révolte devant certaines situations chez les jeunes. Et ce besoin, je rappelle, ou ce sentiment, est constitutif de la jeunesse et on ne va pas commencer à reprocher aux jeunes d'être jeunes. J'ai beaucoup de mal à soutenir la France insoumise à cause de toutes les ambiguïtés qu'on a relevées sur la question du 7 octobre. Mais sur le plan des libertés publiques, je préfère m'intéresser aux libertés publiques qu'à la France insoumise. Et sur la qualité du débat politique aussi, qui est quand même sérieusement en train de s'abîmer. Le débat politique en France, ça recoupe tout ce qu'on a dit. Pour élargir mon propos, je dirais qu'il faut être attentif au respect des libertés publiques en France. Au nom de la sécurité, depuis un certain nombre de temps, les législations d'exception s'installent, les pratiques d'exception s'installent, le rôle des préfets est sans cesse augmenté au détriment de la justice administrative. Et moi, je pense que le recul des libertés publiques est un vrai sujet en France. Et c'est la démocratie qui est en jeu, en fait. Exactement. François Rhenenwein, la une du journal Réforme de cette semaine. Eh bien, on a travaillé sur la montée des populismes en Europe et le fait que cette montée des populismes, pas seulement en France mais ailleurs, menace l'essence de ce qu'a été l'Europe.